Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Arlene Ghaneza est à la présentation. Bonsoir et tout de suite les principaux titres. Au marché de Coteau, les commerçants congolais continuent d'apporter une valeur ajoutée aux fournisseurs et aux grossistes des produits vivriers. Monsieur Diomède Ninheretse est notre invité de ce soir. Le cardinal Pietro Parolin s'est rendu à Minago le jeudi 14 août 2025. Il a inauguré un mémorial de Monseigneur Courtenay, nonce apostolique au Burundi, qui a été assassiné à cet endroit. Il a aussi posé une pierre dans un centre de santé en son nom. Le gouvernement du Burundi était représenté par Prosper Bazombanza. Notre équipe était là, suivez. Nous te demandons de bénir ce monument en mémoire de ton serviteur et notre frère, Monseigneur Michael Courtenay. C'est en ces mots que le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a béni le monument à l'honneur de Monseigneur Michael Hayden Courtenay, nonce apostolique au Burundi, assassiné dans cette zone le 29 décembre 2003. Voici à quoi ressemble le monument. Autour, des pierres sur lesquelles sont gravées des paroles qu'il a prononcées à son vivant au Burundi. Prenant la parole, Prosper Bazombanza, vice-président de la République du Burundi, a déclaré un homme de paix. Avec courage et abnégation, il a parcouru nos collines, portant un message d'espoir, prêchant le dialogue, là où régnait la méfiance, et appelant à l'unité, là où la division menaçait de tout emporter. Sa soutane blanche était devenue un symbole d'impartialité et d'espérance pour des milliers de nos compatriotes. Sa mort brutale, le 29 décembre 2003, a été une onde de choc pour notre nation et pour le monde entier. Un homme de Dieu, un ambassadeur de la paix, nous était arraché. Et Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, a renchéri en demandant que cet homme mort pour la paix soit canonisé. Nous souhaitons que soit ouvert le dossier de canonisation de Monseigneur Michael Hayden Courtenay pour que sa vie et son témoignage soient connus de tous et que finalement, par son exemple et son intercession, le Burundi et le monde entier puissent vivre concrètement la paix du Christ ressuscité. Un autre événement qui a marqué le passage du cardinal Pietro Parolin à Minago est la pose de la première pierre dans le centre de santé qui sera construit tout près du monument et qui portera le nom de Monseigneur Michael Hayden Courtenay. Pour le vice-président, ce centre de santé sera un symbole puissant de la vie qui triomphe de la mort. Ce centre de santé répondra à un besoin crucial pour les populations de Minago et des environs. Il offrira des soins de santé de qualité, accessibles à tous, sans distinction aucune. Il sera un lieu de vie, de guérison et de bien-être. En le dédiant à Monseigneur Courtenay, nous honorons sa mémoire de la plus belle manière, à savoir poursuivre son œuvre au service des plus vulnérables. Se référant au passage de l'évangile de Jésus selon Saint Jean au chapitre 12 et verset 24, le cardinal Pietro Parolin a souligné que la mort de Monseigneur Courtenay a été un sacrifice qui devrait porter des fruits. Pour revenir à l'image des grains semés dans l'évangile, Jésus a enseigné également
que la fécondité de la semence jetée en terre dépend aussi de la qualité du sol où elle a été enfouie. En réalité, la semence de la vie de Monseigneur Courtney n'a pas été tant confiée à la terre burundaise qu'à nos cœurs. C'est dans nos cœurs que le grain de cette vie a été semé, et selon la qualité de nos cœurs, il a pu ou pourra germer, grandir et porter beaucoup de fruits ou pas. Nous avons béni et posé dans la première pierre pour la construction d'un centre de santé en l'honneur du prélat de Fons, pour que là où une vie a été tragiquement donnée, surgissent ou soient protégées d'autres vies. Vous saurez également qu'en plus de l'inauguration du monument et de la pose de la première pierre du centre de santé Monseigneur Michael Hayden Courtney, il y a eu pose symbolique de la première pierre pour l'édification d'un grand séminaire propédeutique dédié au même prélat et qui sera implanté à Ruyigi. Les événements étaient agrémentés et ont été clôturés par une messe et une pièce de théâtre autour de la vie et de l'idéologie de Monseigneur Michael Hayden Courtney et qui avait été préparé par Kiro Burundi, le projet Média Pays Genre de la Maison de la Presse AFJO et Irène Grand-Lac. Les commerçants congolais apportent une valeur ajoutée aux fournisseurs et grossistes des produits vivriers au marché dit Kotebu. Cependant, les grossistes disent que leur nombre a sensiblement chuté pendant que les détaillants craignent la concurrence de ces premiers. Reportages de Patrick Nyonguru, Fulgence Bikolimana et Yves Moïse Ndagijimana. Tôt le matin, les fournisseurs, les grossistes et les détaillants des produits vivriers se rencontrent au marché dit Kotebu dans la capitale économique. Les commerçants congolais apportent une valeur ajoutée, même si les prix de ces denrées ont monté à cause de la crise du carburant. ngacho usanga bayi ruhombo mugabo ubwo ruhombo nicaruba kuri jewe caruba ku muguzi aza kunshorera candaba yuko ya mafaranga aza kuvamo jewe akarusho kaza iyo ndakabonye iyo abadandaza bo muri Kongo baje ngaha Bujumbura bandangura byihuse wa mukiriya wanje aca ngomanda dufate nk'ubu yandangure nk'itoni nka 3 bukeye bwaho aca ngomanda izindi. Ce grossiste de pommes de terre souligne qu'il vend en gros au même prix, que ce soit pour les commerçants congolais ou burundais. Selon cette grossiste d'Orange, le nombre de commerçants congolais venant s'approvisionner qui a sensiblement chuté les affecte. kubera ababizana bonyene bararira kubera ibigitoro babacira amahera menshi ku modoka ego karisho ko muri Kongo kubera igihe baza bakabagurira babizanye natwe twamaze kubirangura tukashikirwa bakatuha natwe vya 5,000 umva ko natwe twashikiriwe none ubu nibakiza. D'après ce commerçant congolais, la hausse du coût d'approvisionnement constitue une des raisons de cette chute. Il nous explique qu'un panier d'oranges acheté à 45 000 francs avant est aujourd'hui à 75 000 francs. À côté de ce motif, il met en évidence d'autres justifications. Hapa tunakuja kuangura vitu mbalimbali, machungwa, masahani nini na nini, lakini leo ni machungwa. Tunapunguka ni juu ya kutana hapa tunauza kubei. Tunasikia kunakuwa ikare ya 30,000 francs. Sasa tunaenda kule kwenda uzisho na kutana unaomba basi utaitika tena urudie tena, haitawezekana. Balabala nayo iko mubaya kwa juu, unaona vitu tunabeba swate balabala unakutana binavunjika
itakuwa nguvu na vita nayo iko. Nikizani mnayua vita iko. Shie tulikuwa unakutana kuko vile tunatosha hapa tunabeba Bukavu. Me vile njia haiko, hautaitiki upite Tanzania uende Uganda ndio ufike Bukavu. Cela étant, les détaillants burundais craignent la concurrence de ces commerçants extérieurs. Kenshi twe tuzanye amahera matoya ntibatwitaho. Bitaho baje abakongomani bazanye amahera manini. Je ngwashaka kumbwira nk'umufuko w'imandrena ashobora kumbwira ni 50, umukongomani agacaza. Umukongomani agacaza akambwira ni nka 80. Urumva je nta gaciro mba ngifise. Les commerçants en provenance de la République démocratique du Congo s'approvisionnent fréquemment à ce marché les lundis et les vendredis. Les médias ont un rôle important dans la mise en œuvre des programmes du gouvernement et ils en sont conscients. Malheureusement, ils se heurtent dans certains cas au blocage lié au manque des sources d'informations fiables, non pas parce que ces sources n'existent pas, mais parce qu'elles ont choisi de retenir ces informations. La Maison de la Presse demande à la nouvelle équipe gouvernementale de collaborer avec les médias et aux responsables des médias, de former les journalistes sur l'éthique et la déontologie professionnelle. Suivez ces points de vue de nos confrères. dushikana ubutumwa bwa leta kure kuko leta nta bushobozi ifite bwo gushikira abarundi bose muri rusangi ariko twe tuyifasha kumenyekanisha iyo migambi no rimwe no gukebura ahantu haba hari akatagenze neza. Pour y arriver, côté sécurité, nous travaillons très bien. En ce qui concerne la sécurité, nous circulons librement à travers le pays. Tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu vas au boulot, il n'y a pas de problème. Mais nous avons beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis que nous rencontrons sur le terrain, surtout concernant les sources d'information. Tu peux partir sur le terrain et pour chercher une information, tu t'adresses à une source et la source nie catégoriquement de te donner une information. Quand nous allons chercher, nous allons à la recherche de l'information, il y a des sujets qui nous sont vraiment difficiles à traiter, du fait qu'on ne va pas avoir des sources d'information. Il y a des sujets qui ne sont pas aussi traités parce que nous, en tant que journalistes, nous nous censurons. À côté de la censure qui nous est imposée, il y a des gens, il y a des détenteurs de l'information qui nous prennent comme des ennemis, alors que nous sommes des collaborateurs. Des fois, on accuse les médias de déséquilibre d'information. S'ils donnent, cette équipe gouvernementale donne des informations, eh bien, il y aura, c'est pour barrer la route à ces rumeurs et résoudre ce problème qui est toujours évoqué de déséquilibre d'information. Aux organes de presse, avant d'engager les journalistes qui regardent leur bagage intellectuel, parce qu'une personne qui n'est pas bien outillée intellectuellement ne va pas fournir un travail adéquat. Et troisièmement, je demanderai aussi aux journalistes même qui sont dans le métier de ne pas s'autocensurer eux-mêmes, de ne pas avoir peur de donner l'information, sans toutefois s'égarer de l'éthique et de la déontologie du journalisme, mais de donner une information sûre et fiable, mais de façon libre. Bon, ce que nous demanderons, c'est que les pouvoirs publics puissent nous entendre, puissent nous considérer comme des amis, des partenaires. Parce que l'information bien fouillée, l'information bien traitée est une plus-value pour le pays, est une plus-value pour le développement du pays. Parce que nos publications, nos diffusions arrivent plus loin. Mu gihe bagiye baratanga amakuru no tumenye n'ivyo bariko barakora. Ni kuko udatanga amakuru muri make ntacyo uriko urakora, abantu bo wibwira ko atacyo uriko urakora. None mu gihe uriko urakora bitariko biragaragara ntacyo uriko urakora. Mugabo bavuze ngo baze baratanga amakuru ku gihe, bakaza baratunganya nk'amaconférence de presse, bagatumira abamenyesha amakuru bakavuga ati tuko dukora ibibazo dufite bihari mu gihugu ni ibi dutegekanya kubikemura uku n'ico gihe byofasha.
Donc je demanderai alors à la nouvelle équipe gouvernementale d'être vraiment flexible. Je reviens sur le jamais sans les médias que du chef de l'État, jamais sans les médias. S'il y a quelque chose qui est fait, donc on appelle les médias, pas certains, pas quelques journalistes, non, qu'on appelle les médias dans leur complexité. C'est vrai, il y a des critères sur lesquels ils s'appuient. Aussi, les journalistes vont vers ces ministres, vers ces directeurs qui soient vraiment flexibles à donner ces informations dans leur ministère. Ainsi, permettre à ce que dans la complémentarité, les journalistes travaillent, les ministres travaillent, les porte-paroles, dans toutes les couches de la population, on va converger vers une même vision sans que le journaliste soit considéré comme l'ennemi de la nation. Et les responsables des médias, passant par les chefs des programmes, les chefs des rédactions, il faut qu'ils forment, qu'ils conscientisent les journalistes juniors sur la déontologie et l'éthique. S'ils sont conscients de la déontologie et de l'éthique, ils vont travailler de façon professionnelle. Avec le traitement des informations, ne pas se limiter à la communication. Il faut, c'est vrai, collecter, il faut traiter, il faut diffuser, il faut se rappeler de recouper les sources pour ne pas tomber dans le déséquilibre de l'information. Et avant de clore ce journal, malgré un déficit budgétaire de plus de 400 milliards de francs burundais, soit de 8% dans la loi budgétaire 2025-2026, l'État burundais a amélioré, quoique l'impact sur la vie de la population reste énorme. L'État doit donc prendre en garde cela dans l'élaboration de la loi budgétaire 2026-2027. Sinon, c'est une bombe à retardement. Ce sont les propos de M. Diomède Ninherete. Il est spécialiste en gestion des programmes. Il est notre invité de ce soir. Suivez-le. Je dois vous dire que l'État avait essayé, parce qu'avant le déficit, c'était autour de 15%, 20% dans les années antérieures. Quand même, il y a eu un léger mieux, ça je dois le dire. Alors, l'impact, c'est d'abord, quand vous acceptez de faire un déficit, il y a plusieurs niveaux d'impact. Au niveau économique, d'abord, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez vous endetter. Et vous vous endettez au niveau des banques. Et les banques, effectivement, au lieu que les banques financent les privés, ils vont financer l'État. Parce que l'État, il est, entre guillemets, crédible de ce niveau-là. Alors, ça, c'est l'impact. Les gens qui devraient contracter un crédit dans les banques commerciales ne vont plus avoir l'accès au crédit. Et, parce que quand je dis, maintenant vous avez vu que la Banque centrale émet souvent des bons de trésor. Et les gens sont précipités pour aller acheter des bons de trésor. Ça, c'est le premier constat, ce qu'on appelle effet de boule. Deuxième conséquence négative pour un déficit budgétaire, c'est qu'au niveau de la crédibilité du pays, au niveau des institutions de financement comme la Banque mondiale, comme le FMI, c'est-à-dire qu'on va dire que le pays ne respecte pas les normes standards d'élaboration du budget. Autrement dit, au lieu que le Burundi continue d'abord à affermir l'image du Burundi par rapport à une situation actuelle, parce que le Burundi aujourd'hui n'est pas crédible au niveau de la Banque mondiale pour contracter un crédit, c'est-à-dire qu'au niveau des yeux, au niveau de la volonté internationale, le Burundi va avoir des difficultés parce que le déficit est très énorme. Ça, c'est au niveau de l'image, au niveau des institutions de financement, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire. Ça, c'est la première conséquence. C'est la deuxième conséquence qui n'est pas la moindre. Troisième conséquence, qui n'est pas la moindre au niveau de l'économie, c'est aussi l'inflation. Quand vous acceptez, quand vous dites que vous allez dans un déficit budgétaire, c'est-à-dire vous créez une sorte de monnaie, vous créez une richesse qui n'existait pas. Et en créant une richesse qui n'existait pas, c'est-à-dire il y a une inflation. Et là, je reviens à votre question sur les répercussions sur la matière première. Et quand il y a une inflation, il y a la perte du pouvoir d'achat. Et la perte du pouvoir d'achat, quand vous faites un déficit de 7% par exemple, de 10% du budget, c'est-à-dire vous retirez le pouvoir d'achat ou vous réduisez le pouvoir d'achat de la population.
le dernier consommateur. Parce qu'il faut comprendre que le déficit budgétaire sera payé par la population. Ce n'est pas l'État comme État, c'est la population qui va payer un jour, en consommant une bière, en consommant quoi que ce soit. Parce que le déficit doit être comblé. Et quand la population comble le déficit, c'est-à-dire que souvent, c'est généralement pour des éléments de luxe. Le train de vie de l'autorité politique administrative. Vous voyez, déjà, on dit qu'il faut vraiment réduire le train de vie de certaines autorités politiques. Ça, c'est la conséquence, c'est la matière première. Parce qu'effectivement, une bière qui devrait coûter, par exemple, 3 000 va coûter 3 200. Parce que vraiment, c'est le paysan qui va payer le dernier prix. Ça, c'est la conséquence, c'est la matière première. Là, alors, maintenant que vous avez créé un déficit, vous comprenez très bien que quand vous allez importer la matière première, c'est-à-dire que déjà, même au niveau interne, ça n'a pas marché, ça va avoir des répercussions au niveau de la matière première. Donc, et quand il y a au niveau l'augmentation de la matière première, il va y avoir la hausse du prix. C'est ce que je disais. La hausse du prix, c'est donc la généralisation de ce que je venais de dire par rapport à l'inflation. Donc, les conséquences sont énormes sur la matière première, mais aussi, même si la vie des citoyens, parce que, comme je le disais, c'est le dernier payeur qui est la population lambda qui va payer ce déficit qui a été planifié. C'est ça le problème. C'est planifié à l'avance. Un déficit doit être réduit le plus strict minimum. Je donnais les normes de 3 à 5 au maximum. Pas à ce niveau-là. Voilà, il y a plusieurs conséquences. Je crois que je peux me limiter à ce niveau. Et là, une autre conséquence qui n'est pas visible, même, c'est la confiance en monnaie locale. Une monnaie locale qui est en déficit et qui crée une inflation, la population ne va pas avoir la confiance en flambeau. Autrement dit, quand il n'y a pas la confiance en monnaie locale, les gens vont pouvoir aller faire des réserves en devises, notamment en dollars. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on constate que de plus en plus, les Burundais préfèrent aller faire une épargne en devises, en monnaie étrangère, en dollars. Parce qu'ils n'ont pas confiance en monnaie locale, parce que c'est une monnaie qui continue à se déprécier, voire même à une dévaluation. Donc, il y a beaucoup de conséquences au niveau de la vie des individus, même au niveau de la matière première. Comprenez simplement que dès que vous perdez la confiance en monnaie locale, c'est-à-dire qu'effectivement, l'économie peut s'effondrer. Donc, c'est une bombe à retardement. Si effectivement on ne prend pas en garde lors de l'élaboration d'un budget de 2026 à 2027, l'État doit être en mesure de pouvoir maîtriser les dépenses publiques. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer un bon week-end chez vous. À la prochaine.